Dimitri Pavlenko. 8h42 sur Europe 1, mandat numéro 2, jour 2 pour Emmanuel Macron en pleine semaine de transition, selon son mot, lui qui promet une nouvelle ère, un changement de méthode. Qu'a-t-il en tête pour le pays? Ça va faire partie des questions que l'on va se poser aussi ce matin à 49 jours des élections législatives. Et pour rebondir sur ce que disait Mathieu Bock-Côté à l'instant, cette transition qu'opère le paysage politique d'un bipartisme à un tripartisme, quelles implications pour la France? Est-ce qu'elle devient ingouvernable? Ça fait partie des choses dont on va débattre dans un instant avec nos trois invités. Bonjour Jean-Christophe Gallien. Bonjour Dimitri. Bienvenue sur Europe 1. Bruno Jeudi, éditorialiste politique, rédacteur en chef à Paris Match. Et François Calfon, éditorialiste, membre du bureau national du Parti Socialiste. Bonjour François. Bonjour Dimitri. Alors je vais vous faire une réflexion de marché que je me suis faite il y a quelques jours de cela. De marché ou de marcheur? Non, je blague. De marché. Non, vous savez, dans l'économie, quand les marchés vont pas bien, quand les marchés baissent, eh bien, on voit des phases de concentration, des entreprises qui en rachètent d'autres. De restructuration. Voilà, des restructurations. Mais ouais, c'est ça, des fusions-acquisitions. Les plus forts rachètent les plus petits. Ouais. Est-ce que c'est ce que l'on est en train de vivre dans le paysage politique français? Alors, ce qui est terrible avec mes amis des médias, c'est qu'ils n'ont aucune mémoire. Souvenez-vous que finalement Jean-Luc Mélenchon avait fait 17% aux dernières élections présidentielles et qu'il était un score quasiment à un chiffre dans les élections intermédiaires et même aux européennes où il a quand même pas été en très grand succès. Eh bien, je vous prédis, voilà, j'ai ma boule de cristal, qu'il va se passer exactement la même chose. Pour quelle et bonne raison? Le soufflet Mélenchon va retomber, vous pensez, d'ici... Il a donné le corps du roi pour les législatives en disant « élisez-moi Premier ministre ». Donc si la bonne fortune le fait Premier ministre, ce sera une superstar, un respect aux champions. S'il est défait aux élections, ce que je ne souhaite pas, mais là je suis dans le commentaire, c'est à ce titre que je suis là ce matin, s'il est défait aux élections législatives, eh bien, comment dire, la grenouille qui s'était fait aussi grosse que le bœuf à 23% aux élections... mais là vous anticipez François, vous êtes déjà après le 19 juin, que je suis un peu, dans l'hypothèse d'une défaite. Il y a une interview de Lionel Jospin que vous mentionnez hors antenne. Ce matin dans le Parisien. Je pense que si vous voulez, l'hubris n'est pas bon, ça je le dis pour le président de la République actuelle qui vient d'être élu, et l'ego non plus. Donc à un moment donné, il y a eu, oui, une forme de concentration sur la personne de Jean-Luc Mélenchon. Alors maintenant, attendez, vous parlez là de la concentration électorale, oui. La logique de vote utile. Moi, ce que je vous demande, c'est est-ce que là, dans cette période intermédiaire, est-ce qu'on va voir des coalitions se former à gauche comme à droite? Il y aura peut-être des coalitions. Je vais vous faire une révélation. Il y aura peut-être des coalitions, mais si la base de la coalition, c'est de Monsieur Tahabouaf à Olivier Faure, moi, je n'en serais pas. Parce qu'il y a des clarifications très importantes sur la ligne, n'est-ce pas, de Jean-Luc Mélenchon, qui a investi comme candidat quelqu'un qui ironisait, n'est-ce pas, sur Charlie Hebdo et les victimes de Charlie, qui faisait des calembours sur Benoît Hamon en expliquant que celui-ci allait manger des petits fours au CRIF. Bon, il y a des clarifications très fortes qui s'imposent à Jean-Luc Mélenchon si celui-ci souhaite être au cœur de la gauche. Cette gauche-là... qui est anti-nucléaire, cette gauche-là qui est indigéniste. J'entends que Madame Boutelja, qui est une indigéniste bien connue, va habiter le vote Jean-Luc Mélenchon. Moi, j'ai des difficultés identitaires et je crois qu'il y a beaucoup de gens à gauche qui ont généreusement voté pour l'unité, mais qui ne se retrouveront pas durablement dans cette orientation politique. Oui. Alors, on va voir évidemment comment évoluent ces discussions à gauche, si ça peut-être ce sera l'aboutissement de 5 ans de blocage sur cette question d'une éventuelle coalition pour gagner, pour la gagne, par-delà les différences idéologiques. Bruno Jeudi, vous pensez que ce travail pourrait être fait à gauche? On sent qu'à droite, et notamment entre Marine Le Pen et Reconquête, ça s'annonce beaucoup plus compliqué. À gauche, oui, c'est possible. Il semble que Jean-Luc Mélenchon ait changé de ton, ait changé d'optique par rapport à 2017, où il avait plutôt rétréci son spectre après son score du premier tour de la présidentielle. Et on a bien vu dans l'entre-deux tours de 2022, il a incontestablement changé de ton. La discussion est vraiment maintenant sur est-ce qu'ils intègrent dans leur union populaire, leur coalition pour législative, le PS ou pas. Je me permets une incise. Est-ce que c'est d'ailleurs ces discussions de coalition ne sont pas la preuve qu'on a acté qu'il ne va rien se passer sur le plan de la proportionnelle qu'Emmanuel Macron a en partie promis, puisque dès lors qu'on fait un système à la proportionnelle, il n'y a plus tellement besoin finalement de chercher à s'allier aux autres, à faire une coalition. On peut exister à 5%. Mais la division, c'est pour 2022. La proportionnelle, elle n'aura pas lieu en 2027. La proportionnelle ne peut pas s'instaurer d'ici le 12 juin. Donc là, il s'agit d'être pragmatique et c'est ce que fait Jean-Luc Mélenchon, c'est-à-dire qu'il sait bien que s'il n'organise pas une coalition
coalition sous la bannière Union populaire, intégrant ou pas le Parti socialiste, il sait qu'au mieux, il va se retrouver avec une vingtaine, 25 députés. Alors que l'enjeu de la coalition, à mon sens, c'est absolument pas de gagner législatif, ça fait partie de la propagande électorale, c'est d'essayer d'avoir le plus grand nombre de députés. Or, à gauche, cette coalition, si jamais elle voit le jour, et tout dépend du climat politique, est-ce que les Français voudront mettre leurs œufs dans le même panier, il peut très bien monter à un très haut niveau de députés. Il faut se souvenir qu'en 2017, ils ont la possibilité d'être présents dans une centaine de circonscriptions, et surtout, ils ratent l'élection, la qualification à très peu par rapport à LREM. Donc aujourd'hui, peut-être que les 1 ou 2 points seront du côté de Jean-Luc Mélenchon. Il pourrait faire 50, 60 députés. C'est pas totalement possible. Alors à droite, ça a totalement été saboté par Éric Zemmour dimanche soir. Objectivement, nous étions avec Marine Le Pen le dimanche soir pour Paris Match. Ils ont été anéantis par la phrase d'Éric Zemmour sur la 8e candidature Le Pen. Éric Zemmour a remis sa tunique de commentateur et oublié celle de politique. Et je pense que pour lui, c'est fini de ce point de vue-là. Oui. C'est fou comme on parle énormément de la gauche dans cet après-présidentiel Jean-Christophe Gallien, quand semble-t-il, il n'y avait pratiquement aucun enjeu, en tout cas avant le premier tour. Si, moi je pense qu'il y avait un vrai enjeu depuis déjà un long moment, puisque les conversations sur la plateforme législative étaient bien précédées très largement la campagne présidentielle, qui avait été oubliée. Il y a un moment, et c'est Jean-Luc Mélenchon qui finalement, dans cette performance de premier tour, a relancé un intérêt pour la gauche au niveau présidentiel, mais l'enjeu électoral de cette année pour la gauche, c'était les législatives, et uniquement législatives, pour plein de raisons. Le mode de scrutin français législatif oblige les partis politiques qui retrouvent une légitimité. Le quinquennat les a totalement blastés. Au moment législatif, il y a une réalité. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On cherche à se sauver à la fois politiquement et à se sauver économiquement aussi. Il faut pas oublier la réalité de ce que ça représente. Et dans cette clause de sauvegarde, il y a une nécessité de s'allier avant. Bruno Joly l'a très bien dit avant. C'est pas l'Allemagne. On ne fait pas la coalition après, une fois qu'on a fait une performance électorale. On l'a fait. Le mode de scrutin n'est pas le même. C'est justement pour ça. Et donc la proportionnelle amènera cette situation-là. Oui. Et dans le calcul de Mélenchon, il y a invité, avant de passer à la 6e République, proportionnaliser tout ce qu'on veut, je ne sais quoi, il passe par la 4e, lui. Et donc il a envie de passer par la 4e dans la 5e République. Mais c'est un vrai calcul. Oui. Et la droite voudrait le faire, mais elle ne sait pas exactement comment le faire. Et à l'extrême droite, vous l'avez dit, Éric Zemmour, qui commet erreur sur erreur depuis un certain nombre de semaines, a commis une dernière erreur ce dimanche en empêchant concrètement une alliance pré-législative qui est nécessaire pour valoriser chez eux, là aussi, une performance électorale présidentielle. Il tacle méchamment Marine Le Pen avant de proposer une alliance électorale. Il faut parler de fusion-acquisition dans le marché politique, il y a aussi une valorisation de la performance. C'est pas parce que vous avez une cotation à un moment donné qui est forte, celle de la présidentielle, que vous allez la convertir en voix et donc en siège au moment de l'Assemblée, au niveau législatif. Bon. Alors là, François Calfon, je fais appel à votre expertise politique. Vu la situation là, où effectivement on voit se dessiner 3 grands blocs, composés eux-mêmes de différentes forces, certaines importantes, d'autres forces plutôt d'appoint, qu'est-ce qui se passerait si effectivement on introduisait la proportionnelle dans ce système? Est-ce que vous pensez que ça marcherait mieux? Moi je pense que de toute façon c'est une nécessité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez une sorte d'éclatement français au-delà d'éclatement de la vie politique qui nécessite qu'il y ait une respiration de la vie politique. Alors, j'entends bien, ça fait 30 ans que j'entends ça. Moi-même, j'en étais... Mais respiration, vous sous-entendez, c'est ces projets de midterms, par exemple, qu'évoquait Emmanuel Macron? Je pense déjà que si tous les courants politiques étaient représentés, les choses iraient beaucoup mieux. Ça n'empêche pas qu'il y ait une prime majoritaire. C'est-à-dire que à chaque fois, les gens, quand ils pensent à la proportionnelle, ils pensent au système israélien. Par exemple, où vous avez des coalitions totalement impossibles. Vous faites 1%, vous êtes représenté au Parlement. Vous pouvez parfaitement avoir une prime majoritaire pour la première force arriver en tête. Après tout, c'est un scrutin un peu de cette nature-là que vous avez dans les conseils municipaux. Il y a une prime majoritaire pour la liste arrivée en tête qui est assurée de faire 50% plus 1 et le reste des 50% est réparti à la proportionnelle de chaque force. Vous pourriez parfaitement avoir un système comme celui-ci. Et bien évidemment, confère la conversation précédente, ça changerait le comportement politique parce que vous n'êtes pas obligé de vous rattacher à un pôle avec lequel vous avez des difficultés. Je parlais moi de mes différences idéologiques avec la France insoumise. Et au passage, je pense que
tout devrait pousser Jean-Luc Mélenchon à cette large coalition, mais que son caractère fait, je lisais à l'instant une dépêche, fait que c'est même compliqué avec le Parti communiste, ça patine énormément. Eh bien, si vous avez la proportionnelle, chacun choisit, et quand on regarde les projections d'Harris Interactive qui ne valent que ce qu'elles valent, il faut se méfier faut se méfier. des projections. Mais enfin, vous n'êtes pas à 1,78% pour le Parti socialiste, un peu plus de 5. Et donc là, il y a une logique à ce que chaque courant politique soit représenté et qu'ensuite, bien évidemment, il puisse avoir un projet, un programme commun, mais sur la base d'un pot commun et non pas sur la base d'une verticalité qui est signée à l'Union populaire ou disparaissait. Bruno, vous voulez ajouter quelque chose à la proportionnelle, parce que sinon j'ai une autre question pour vous. Alors, la question qui se pose aussi, c'est... J'ai bien compris la proportionnelle. On voit, non mais c'est passionnant cette conversation, mais c'est vrai que il y a un côté un peu court de sciences politiques. C'est un peu technique, mais malheureusement. Voilà. Quelque chose de frappant aussi qui ressort de ce résultat de second tour, c'est cette fracture sociologique, j'ai envie même de portefeuille, c'est-à-dire qu'on voit très clairement que en fonction de son niveau de revenu, on n'a pas du tout le même comportement électoral. Marine Le Pen, en dessous de 1 000 euros de revenus par mois, à 56% des voix, 51% entre 1 000 et 2 000 euros, au-dessus de ce cap de 2 000 euros par mois qui représente à peu près le salaire médian, c'est-à-dire celui en dessous duquel il y a autant 1800. De Français qu'au-dessus, eh bien la tendance s'inverse, et plus on monte en niveau de revenu, plus on vote Macron. Au-delà de 3 500 euros par mois, on est dans les 8% les plus riches de France, à 3 500 euros par mois, c'est plus de 70% de vote Macron. Oui, non, mais c'était déjà apparu très nettement en 2017 lorsqu'on analysait le vote, les résultats électoraux en 2017. Ça s'est, j'allais dire, presque aggravé et devenu presque caricatural, ce vote français avec ces 2 blocs. 3 blocs, on pourrait même ajouter que Jean-Luc Mélenchon, parce que quand il y a Jean-Luc Mélenchon, il y a une partie du vote populaire. Je parlais du vote second tour, là. Mais vous avez second tour, mais au premier tour, ça apparaît très nettement déjà. Au premier tour, ce vote de classe, on le voit apparaître très nettement au premier tour, avec une France incluse et la France, le bloc populaire, Marine Le Pen. Jérôme Sainte-Marie, sociologue, avait bien théorisé le bloc populaire, le bloc élitaire. Vous savez, il suffit déjà d'aller dans les meetings, c'est très intéressant. Vous allez dans les meetings, vous voyez vraiment ces 2 France, c'est très net. Vous alliez à Marseille, vous alliez à Avignon le jeudi soir avant dans l'entre-deux tours, et à Marseille ensuite. C'est bien vraiment ces 2 France. Sauf qu'au-dessus de 2 000 euros, on a une dominance Macron qui clairement s'installe. En dessous de 2 000 euros, là on a une concurrence. Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon. Dans la France active, globalement, de manière générale. C'est pas les mêmes géographies. Et vraiment, il y a une France. Vous savez, Jean-Luc Mélenchon, il a théorisé une créolisation de l'offre politique et donc d'un marché politique. Ça correspond assez bien, si vous voulez. Et François Ruffin l'expliquait dans Libération, en disant on est fort dans les cités, mais pas dans les villages. Le marketing politique a plutôt bien fonctionné, et de l'autre côté, vous avez quelque chose qui ressemble à ce qu'on retrouvait dans les premiers temps des États-Unis de Donald Trump, si vous voulez. Et vous avez vraiment Trumpland à la française qui s'est installé. Et je crois il faut pas le regarder de manière aussi clinique, si vous voulez. C'est un vrai problème qui en plus croise un autre paramètre qui est très important pour moi, c'est le côté de l'âge. Et la performance d'Emmanuel Macron, elle est aussi extrêmement forte. Plus on vieillit, plus on s'installe au-delà de 60 ans. Pourquoi ? Parce qu'il y a de la rente, parce qu'il y a tous des éléments comme ça. Mais ça, c'est un vrai souci, là aussi, démocratique. Et quand on parlait tout à l'heure de réoxygéner cette démocratie par le mode de scrutin, je ne crois pas que ça soit le seul moyen. Il faut aérer l'ensemble des points de contact de la vie politique. On ne peut pas continuer à avoir une campagne qui a été réduite à ce point-là aux acquets. Encore une fois, elle a besoin, la campagne électorale, de s'oxygéner comme la vie politique. Il faut donc des moyens. Il faut que les médias puissent commenter l'élection présidentielle, alors qu'à un moment donné, on ne pouvait même plus citer le nom des candidats. Je préférerais 3 débats d'entre-deux tours que 4 débats de primaire à droite. Exactement. Ça aurait plus de sens. Mais vous avez tout à fait raison. 2 remarques, parce que beaucoup de choses ont été dites très intelligentes. On n'a jamais vu, parce que c'est ça la conséquence, on n'a jamais vu une telle assignation à résidence politique. Dis-moi quel âge tu as, dis-moi combien tu gagnes, tu n'as même pas besoin d'ouvrir la bouche, je te dis pour qui tu votes. Dis-moi où tu habites, je te dis pour qui tu votes. Et ça, c'est quand même très problématique, parce qu'à un moment donné, la fabrique du citoyen, c'est la pensée éclairée. Et nous n'avons plus cette pensée éclairée. Et quand nous avions un champ politique ancien, on peut le regretter, je le regrette pas, mais je le constate, on avait des partis de masse interclassistes.
le parti gaulliste, il était interclassiste. Il n'était pas simplement les vieux. Le parti socialiste, il était interclassiste. Quand vous avez à ce point une forme de réduction, j'en termine, de réduction aux intérêts fondamentaux, on a un problème. Mais François, l'interclassisme des partis a aussi abouti aux frondeurs sous François Hollande et à l'explosion du parti. J'entends bien. Et pour le vote des plus de 65 ans, pardon, mais c'est un vote de classe, la retraite par répartition faisant que ceux qui sont déjà en retraite souhaitent vraiment que les actifs travaillent plus pour financer leur retraite. Ça, c'est bien vrai. Merci beaucoup à tous les trois. Jean-Christophe Gallien, Bruno Jeudi, François Calfon. Merci messieurs, on se retrouve la semaine prochaine. Même jour, même heure. 8h57 sur Europe 1.